Bonjour et bienvenue dans La Pellicule d'Argent. Vous écoutez un podcast qui parle de cinéma à travers des anecdotes de tournage, des portraits de réalisateurs, réalisatrices ou acteurs, actrices, des présentations et revues de films et bien plus encore. Je m'appelle Amandine et je serai votre hôte lors de ce voyage à travers le 7e art. Dans ce premier épisode de La Pellicule d'Argent, je vais vous parler du festival La Rochelle Cinéma. En premier lieu, je vais vous présenter le festival dans sa globalité, avec son histoire et la programmation de l'édition de cette année. Dans une seconde partie, je vous présenterai un portrait de l'acteur Alain Delon qui était mis à l'honneur pendant le festival. Et enfin, je vous présenterai quelques films que j'ai pu voir en avant-première. Le festival La Rochelle Cinéma a pour origine les RIAC, Rencontres internationales d'art contemporain, en 1973. Il s'agissait d'un festival pluridisciplinaire qui était un événement réunissant des artistes du monde entier dans divers domaines comme la musique, la danse, le théâtre et le cinéma. Ce festival s'est consacré au cinéma à partir de 1985. Ce qui fait l'unicité de ce festival est qu'il est non compétitif et donc sans palmarès ni jury et n'a pas de demande d'exclusivité. Jean Loupacek, qui est le fondateur du musée du cinéma de Melgaço au Portugal, était à la tête du festival jusqu'en 2001. En 2002, c'est en duo que Prune Engler et Sylvie Pras prennent la relève et changent le nom pour Festival international du film de La Rochelle, pour qu'il prenne de l'ampleur. Il retrouve cependant son nom d'origine, Festival La Rochelle Cinéma, ou FEMA, en 2019. Aujourd'hui, la présidence du FEMA est assurée par Sylvie Piala. La direction artistique est gérée par Sophie Mérouz et Sylvie Pras, et la direction administrative est gérée par Arnaud Dumatin. La principale caractéristique du FEMA est qu'il fait preuve d'une grande diversité. Je vais me permettre de citer Sophie Mérouz et Arnaud Dumatin dans l'éditorial du catalogue de l'édition de cette année. Du cinéma muet au film d'aujourd'hui, des rétrospectives de cinéastes incontournables à des hommages rendus à de jeunes réalisateurs, d'une sélection de films restaurés à un florilège de longs métrages présentés en avant-première, de la fiction au documentaire, du cinéma expérimental à l'animation, d'une leçon de musique à une leçon de montage. Fin de citation. Cette année était la 50e édition du festival, c'est la première année où j'y assiste, et je peux confirmer ces dires. En effet, avant même de commencer le festival le 1er juillet, j'ai été frappée par l'étendue de la programmation. Mais je vous parlerai plus en détail de mon ressenti sur le festival dans le prochain épisode du podcast. Pour l'heure, je vais tâcher de vous présenter rapidement les différents thèmes que l'on a pu retrouver dans cette 50e édition. Tout d'abord, le FEMA rend plusieurs hommages. Le principal a été consacré à Alain Delon, je vous en parle plus en détail dans la seconde partie du podcast. Il y avait également un hommage à la réalisatrice britannique Joanna Hogg et un hommage au réalisateur espagnol Jonas Trueba. Il y avait également différentes rétrospectives, une pour l'actrice Audrey Hepburn, une pour le cinéaste Pier Paolo Pasolini et une pour la cinéaste Binka Zeliaskova. Pardonnez ma prononciation. Il s'agit d'un festival international et ce n'est pas pour rien. Des films du monde entier étaient présentés et en particulier une sélection du cinéma portugais et du cinéma ukrainien. Un focus a également été fait sur le cinéma muet et sur le cinéma d'animation. Et enfin, Brad Pitt a été mis à l'honneur pendant toute une journée. Voilà pour la présentation du festival et de cette 50e édition. Comme je l'ai dit précédemment, je vous parlerai de mon expérience et de ma vision du festival dans le prochain épisode du podcast. Pour l'instant, le moment est venu pour moi de vous présenter ce grand monsieur qu'est Alain Delon. Je compte. À 3, j'en flingue un au hasard. La confidence pour confidence. Des morues de ton espèce, je file un coup de pied dans un bec de gaz, il en dégragole 5 ans. Qui êtes-vous? Aucune importance. Que voulez-vous? Vous tuer. Né le 8 novembre 1935 et donc aujourd'hui âgé de 86 ans, Alain Delon a longtemps été l'un des piliers du cinéma français, mais pas seulement. Il a connu le succès en Italie, avec notamment Le Guépard, mais aussi outre-Atlantique. Nominé pour différents prix, il a même reçu le titre d'officier de la Légion d'honneur par Jacques Chirac en 2005, et finalement la Palme d'honneur pour l'ensemble de sa carrière lors du Festival de Cannes de 2019.
S'il est réputé pour sa belle carrière aux côtés des plus grands tels que Jean Gabin, Simone Signoret, Lino Ventura et Romy Schneider pour ne citer qu'eux, il est aussi associé à sa belle gueule, pardonnez-moi l'expression, et à un fort caractère. On a souvent dit de lui qu'il parlait de lui-même à la troisième personne, mais qu'en est-il réellement ? J'ai trouvé une archive sur le site de l'INA datant de 1986 où il s'exprime sur ce sujet. Dans l'interview, il explique que s'il parle de lui à la troisième personne, c'est pour se désigner en tant qu'acteur au même titre qu'il va désigner Belmondo ou un autre. C'est sa façon de parler de lui quand il porte sa casquette de producteur pour désigner l'acteur. Il estime que sinon il emploierait le j'ai, ce qui serait encore plus insupportable. Mais il explique ça bien mieux que moi, donc je mettrai le lien de l'interview en description. Après ce résumé très bref de la vie d'Alain Delon, je vais maintenant vous parler des films dans lesquels il a joué et que j'ai pu voir lors du festival. Le tout premier que j'ai vu est Le Samouraï. Ce film date de 1967 et a été réalisé par Jean-Pierre Melville. Il appartient au genre du film noir. Je fais un petit aparté pour expliquer que le film noir est un genre faisant partie de la catégorie du film criminel. Il est caractérisé par du suspense, des flashbacks et des voix off, et même des personnages très stéréotypés comme la femme fatale, le détective ou encore le couple en cavale. Pour en revenir au film, Le Samouraï raconte l'histoire d'un tueur à gages, Jeff Costello, qui est missionné un soir d'éliminer un patron de boîte de nuit. Alors qu'il exécute sa mission, il est vu par la pianiste et doit donc élaborer un alibi. J'ai beaucoup aimé l'ambiance du film, il y a très peu de dialogue, beaucoup se fait sur les jeux de regard. Alain Delon a des yeux bleus perçants qui sont très expressifs et peuvent montrer autant la tension que la peur ou la solitude du personnage. J'ai bien aimé le plan qui est mis en place et son exécution. Après Le Samouraï, le second film que j'ai vu avec Alain Delon est Christine, réalisé par Pierre Gaspard Huy, ou Pierre Gaspard Huit, je ne sais pas comment on prononce. J'ai donc fait un bond en arrière car ce film est sorti en 1958, dans les débuts de sa carrière, pour son premier grand rôle. Il partage ici l'affiche avec Romy Schneider, qui joue le rôle de Christine. Ce film est une reprise du film Liebelei, qui date de 1933, qui est lui-même une adaptation d'une pièce de théâtre. Ce que je trouve assez amusant, c'est que dans Liebelei, le rôle de Christine est tenu par Magda Schneider, qui n'est nulle autre que la mère de Romy Schneider. Comme quoi, telle mère, telle fille. L'histoire raconte la rencontre entre Franz Lobheimer et Christine Wehring et se déroule à Vienne en 1906. Le lieutenant Lobheimer entretient une relation avec la baronne von Eggersdorf depuis 1 an, mais celui-ci cherche à s'en défaire. Un soir, il se fait entraîner par un ami dans une soirée où il va faire la rencontre de Christine et tomber sous son charme. Je n'en dirai pas plus pour les personnes qui ne connaissent pas l'histoire et souhaitent regarder le film. Pour ma part, j'ai bien aimé le film, j'ai trouvé l'histoire en elle-même assez simple, mais j'ai passé un bon moment. J'ai trouvé intéressant de voir Alain Delon à ses débuts. J'ai ensuite eu l'occasion de voir Le Cercle Rouge, qui est un film de 1970 réalisé par Jean-Pierre Melville. On retrouve là le genre du film noir avec un braquage. Alain Delon joue le rôle de Cory, un truand qui vient de sortir de prison. Il croise par hasard un prisonnier évadé avec lequel il va s'associer pour braquer une bijouterie à l'aide d'un ancien policier alcoolique. Alain Delon joue aux côtés d'entre autres Yves Montand et Bourvil. J'ai trouvé le film excellent, il est vraiment captivant. On est pris par l'action, même sur la scène du braquage qui est exécutée avec méthode et rigueur et qui n'a pourtant pas de parole pendant de longues minutes. Le prochain film dont je vais vous parler est Monsieur Klein, réalisé par Joseph Losey en 1976. L'histoire se déroule en 1942 à Paris, dans la France occupée par les Allemands. Alain Delon joue le rôle de Robert Klein, un riche quadragénaire qui est marchand d'art. Un soir, il découvre un exemplaire de Information juive qui est adressé à son nom. Il s'agit d'un journal réservé aux Israélites. Robert Klein comprend alors qu'un homonyme est abonné à ce journal. Le problème est qu'à cette époque, les membres de la communauté juive étaient fichés. Il se met donc à traquer son homonyme et cherche à prouver qu'il est catholique. J'ai bien aimé ce film également, encore une fois je l'ai trouvé prenant et captivant. Je vais maintenant vous parler d'un film que l'on m'a vivement conseillé à plusieurs reprises pendant mon séjour à La Rochelle. Il s'agit du film Le Guépard de Luchino Visconti, datant de 1963. Ce film a reçu la Palme d'Or à Cannes en 1963. L'histoire se déroule, elle, en 1860, après le débarquement de Garibaldi en Sicile. Le prince Salina assiste au déclin de l'aristocratie et de la noblesse. Il accepte une alliance pour marier son neveu Tancrède, joué par Alain Delon, à la fille du maire qui représente la classe montante.
Je pense qu'il s'agit d'un très bon film, comme on me l'a dit avant de le voir. Je lui reconnais les qualités qu'il possède en termes de jeu d'acteur, de dialogue, de musique et de qualité d'image. Mais pour être complètement honnête, même si j'ai aimé le film, il était très long, il dure 3 heures, et est en italien. Donc j'avoue que par moments, je ne suivais plus vraiment l'histoire et je me laissais bercer par la langue. Pronto, principe, a presto, amore, deliciosa, molto bella. Je suis même sortie du film en voulant continuer à parler italien, alors que je n'y connais absolument rien. Pour terminer cette partie sur Alain Delon, je vais vous parler du dernier film que j'ai pu voir de la sélection de l'hommage. Il s'agit de Mélodie en sous-sol, réalisé par Henri Verneuil en 1963. Il s'agit d'un film policier et de casse en noir et blanc. Alain Delon incarne Francis Verlot, un jeune voyou, qui est contacté par un certain Charles, un vieux malfrat joué par Jean Gabin, pour effectuer un casse dans un casino. Le pitch et la mécanique sont simples, mais l'histoire est très bien exécutée. C'est ce film qui a permis la rencontre entre le jeune Alain Delon et le grand Jean Gabin. Le jeune avait hâte de faire connaissance avec son idole. Après une première interaction dans une salle de réunion quelque temps avant le tournage, c'est sur le plateau, lors du premier jour, que Delon a trouvé le mot juste pour briser la glace. Alors que Jean Gabin était assis sur son fauteuil, Alain Delon s'est levé et s'est planté devant lui en déclarant « Bonjour patron ». Cette approche a plu à Jean Gabin qui lui a répondu « Assieds-toi, môme ». Ainsi, la glace était rompue. La complicité entre Jean Gabin et Alain Delon a continué sur le tournage. Lors d'une scène pendant le braquage où le personnage d'Alain Delon doit frapper avec violence un policier, le réalisateur Henri Verneuil avait suspendu un gigot pour que l'acteur puisse le frapper afin de rendre la violence de la scène plus intense et plus réaliste. Pendant le tournage, Alain Delon gifla donc le gigot et il devait ensuite ouvrir une porte blindée pour y voir le personnage de Jean Gabin en caïd élégant et sûr de lui. Sauf que ce n'est pas ce qu'il vit directement, puisque lors de la première prise, en ouvrant la porte blindée, il découvrit un Jean Gabin l'échine courbée, tenant à la main une casserole de flageolets et mimant un vieux paysan qui s'exclama « Je viens pour le gigot, où qu'il est, hein? Où est-ce donc qu'il est, ce gigot de malheur ?» Bon, il est précisé que c'est avec un accent berrichon qu'il a dit ça, mais comme je ne sais pas à quoi ça ressemble, j'ai fait ma propre interprétation. Toujours est-il qu'en découvrant ce spectacle, Alain Delon éclata de rire, et on peut le comprendre. Jean Gabin avait préparé son coup en commandant par le biais d'un attaché de presse une casserole de flageolets avec un bouquet garni auprès du restaurant du studio. J'ai encore une anecdote sur ce film à partager avec vous, mais elle dévoile la fin du film, donc si jamais vous n'avez pas encore vu le film et que vous voulez garder du suspense, vous pouvez directement passer à la partie 3 du podcast. Si j'ai bien fait mon travail, le timecode de correspondance sera en description. Comme je le disais, la dernière anecdote concerne la dernière scène du film. La première chose à savoir, c'est que la fin prévue originalement voyait les deux braqueurs s'en aller du casino avec leur butin. Ce final a été jugé trop simple par Jean Gabin qui a demandé à Henri Verneuil de le changer. Et je fais une petite parenthèse, mais je dois dire que je suis assez d'accord avec cet avis. La scène finale est donc complètement différente. Elle se déroule autour de la piscine du Palm Beach. Alors que des policiers rôdent dans les parages à la recherche de l'argent volé, le personnage d'Alain Delon plonge les sacs contenant l'argent au fond de la piscine, mais il s'ouvre et tous les billets remontent progressivement à la surface et se répandent partout. Pendant des semaines, des équipes de scaphandriers ont lâché des milliards de dollars imprimés pour chronométrer la durée que mettaient les billets pour remonter à la surface, et quand la scène était au point, ils se sont aperçus que les bulles des scaphandriers étaient trop visibles. Ils ont donc dû trouver une nouvelle méthode en collant les billets 2 à 2 afin de laisser un peu d'air au milieu. Ce n'était vraiment pas pratique car il fallait sécher les billets entre chaque essai en les repassant. Finalement, il s'est avéré qu'en plongeant les sacs contenant les coupures de billets normales, celles-ci remontent naturellement à la surface. Il est temps de passer à la dernière partie du podcast. Je vais vous présenter 3 films que j'ai pu voir en avant-première lors du festival. Le premier film dont je vais vous parler est Peter von Kant. François Ozon porte pour la 2e fois à l'écran une adaptation de la pièce de théâtre Les larmes amères de Petra von Kant. Cette fois-ci, un réalisateur de cinéma, joué par Denis Ménochet, prend la place de la créatrice de mode dans l'histoire originale. Le film raconte l'histoire d'un célèbre réalisateur à succès, Peter von Kant, qui vit dans son grand appartement avec son assistant qu'il prend plaisir à malmener. Un jour, Peter s'éprend d'un jeune acteur prometteur et tous deux entament alors une relation intime.
Le film se déroule quasiment en huis clos dans l'appartement. J'ai trouvé qu'il y avait une très bonne mise en scène et toute l'interprétation reste très théâtrale. Je ne me suis pas ennuyée devant ce film, j'ai même passé un très bon moment. Je vous recommande de le voir si vous en avez l'occasion. Il est sorti au cinéma le 6 juillet, donc il n'est plus disponible dans les salles actuellement malheureusement, mais vous le retrouverez plus tard sur les plateformes de streaming. La Nuit du 12 est un film réalisé par Dominique Moll. C'est un thriller policier qui relate une enquête criminelle non résolue. Il s'agit du meurtre d'une jeune fille qui a eu lieu la nuit du 12. C'est la seule certitude que nous avons. J'ai été prise par l'histoire, je trouve qu'on suit l'enquête et les interrogatoires dans une ambiance tendue. J'ai beaucoup aimé. J'avais déjà vu le film Seules les bêtes du même réalisateur que j'avais beaucoup aimé également. Après la projection, Dominique Moll était présent pour parler de son film. Le film est sorti en salle le 13 juillet, donc il n'est plus au cinéma, mais quand il sortira sur les différentes plateformes de streaming ou qu'il passera à la télé, n'hésitez pas à le voir. Je vais maintenant vous parler du film qui était présenté lors de la soirée d'ouverture du festival. Il s'agit du film Les 5 Diables réalisé par Léa Mysius. Il raconte l'histoire de Vicky, une petite fille un peu spéciale qui collectionne les odeurs. En effet, elle a comme un don qui lui permet de reconnaître et reproduire toutes les odeurs. Elle les conserve et les collectionne dans des bocaux. Vicky vit avec sa mère dont elle est très proche et son père. Un jour, la sœur de son père débarque dans leur vie. Quand la petite fille essaie de reproduire l'odeur de sa tante, elle se retrouve plongée dans des souvenirs obscurs qui cachent des secrets. Adèle Exarchopoulos joue le rôle de la mère, et j'aime beaucoup cette actrice. J'ai passé un bon moment devant le film, j'ai trouvé le scénario original. J'ai été prise par le suspense, mais j'ai trouvé le rythme un peu monotone. Par contre, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez d'explications sur les événements. D'un côté, ça peut laisser libre cours à l'imagination, mais en même temps, j'aurais aimé en savoir un peu plus. Ce film est lui aussi déjà sorti au cinéma le 31 août, donc vous pourrez essayer de le retrouver plus tard sur les plateformes de streaming. Voilà qui conclut le premier épisode du podcast. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Vous trouverez en description de l'épisode le lien de l'interview d'Alain Delon sur le site de l'INA, la référence du livre utilisé pour les anecdotes et des moyens pour me contacter. Vous pouvez le faire par mail à l'adresse lapelliculedargent@gmail.com ou par message sur Instagram et le compte c'est lapelliculedargent tout simplement. Donc n'hésitez pas si vous avez des retours, des suggestions, des corrections ou des détails supplémentaires à apporter. Le prochain épisode sera encore consacré au festival. À bientôt!